premier vrai ciné-club de l'ESSEC de cette année. Vous allez découvrir ce soir Au service secret de Sa Majesté, avec deux invités de Marc, Alexis et Antoine. Déjà merci d'être là, ça fait plaisir de voir du monde. Petite recontextualisation rapide avant de mater ce James Bond là. On l'a choisi avec Antoine pour trois raisons. La première, c'est parce que c'est un super film. La deuxième, c'est parce que c'est la première fois que Bond change de visage, puisque celui-là c'est le 6e, avant il y a eu 5 films avec Sean Connery qui étaient les 5 premiers. Donc c'est à ce moment-là que la mythologie du personnage va commencer à se créer. Et la troisième raison que je t'ai dit tout à l'heure et que j'ai oublié. Certainement le lien avec... Exactement, parce que ça dialogue beaucoup avec Mourir peut attendre, No Time to Die. Et Casino Royale également. Bah, c'est ce qui est assez intéressant avec ce film-là, c'est que quand il est sorti, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais il y a une réception très timide, en fait, très frileuse, notamment liée au changement d'acteur, en fait, parce qu'il faut quand même recontextualiser, voir que Sean Connery, le premier c'est en 62, celui-là c'est 69 je crois. 69, ouais. 7 ans, le gars est devenu une star interplanétaire. Et on expliquera pourquoi, mais il y a eu des frictions avec la production qui ont fait qu'ils ont dû changer d'acteur, quoi. On n'a pas du tout parlé du fait, s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la saga, que c'est des adaptations de livres aussi quand même, oui, à la base de James Bond, de Ian Fleming, et que c'est une adaptation pour le coup vraiment d'un roman. Il en a fait plusieurs, je sais plus combien il y en avait en tout de romans de Fleming, mais une douzaine à peu près. Ouais. Et que là c'est une adaptation de roman, ça n'a pas toujours été le cas dans la saga, très fidèle au bouquin. C'est-à-dire que c'était aussi voulu par le réalisateur, il est resté très proche du livre, et c'est un livre qui avait marqué par ses choix scénaristiques, enfin ses choix d'intrigue, et vous allez voir ces choix-là en action. Exactement. Juste un petit disclaimer, je pense que vous êtes au courant si vous connaissez un petit peu James Bond, mais c'est quand même utile de le préciser. Le film sort en 69, dans une époque pré-MeToo. Ouais, on peut dire ça. Donc il y a des choses sur la question du droit des femmes qui sont un peu corsées pour faire dans l'euphémisme. Donc on en discutera après si vous voulez, mais juste soyez préparés, il y a des trucs qui vont vous faire un petit peu on a un petit verre d'eau, on souffle, voilà. On est entre amis, ça va, mais ça va voilà. bien se passer, vous inquiétez pas. Et c'est pas le pire. C'est pas le pire, loin de là, mais c'est vrai que... Mais il y a des trucs un peu vénères. Ça va vous arriver très fréquemment quand on découvre des anciens films. C'est particulièrement le cas pour James Bond, parce qu'en effet la saga a souvent fait parler d'elle pour ça. Voilà, faut bien respirer, on trouve ses chakras et ça va très bien se passer, quoi. Il n'y a pas de souci. Très bien, je crois qu'on a tout dit. On est parti ? Je crois qu'on est parti là. Okay. Bon, alors, par où commencer là, c'est un peu chaud. À main levée, qui a passé un bon moment? Ah voilà, bah quand même. Voilà. Bon, ça marche toujours. Bon, c'est le principal. À main levée, qui trouve le film misogyne? Quoi? Je sais pas, s'il y a des réactions, des questions, n'importe, je sais pas. Des effets spéciaux, ouais, bah alors. Remettons dans le contexte historique quand même. Alors c'est 69. 69, ouais. Bah oui, que voulez-vous? Mais en fait, ça fait plutôt faire rire, mais ça a plutôt de la gueule pour ce qu'on voit à l'époque dans les films d'action. En fait, ça a surtout de la gueule pour un James Bond des années 60. Il faut savoir que le réal du film, qui n'a réalisé que celui-là, qui est Peter Hunt, c'est un monteur. Et à la base, il avait monté les James Bond d'avant, en tout cas certains, je crois qu'il les a pas tous montés, il me semble. Alors peut-être pas Thunderball, mais les 3 premiers en tout cas, c'est bien. Moi, je trouve que le montage du film est particulièrement percutant, quitte à être parfois... c'est Jason Bourne avant l'heure. Ouais, c'est ça. Quitte à être complètement bordélique avec les effets de zoom, parfois un peu... Alors j'ai cru percevoir quelques réactions sur les pas les fondus mais les ralentis. Alors c'est quand même le ralenti, c'est hideux, on est tous d'accord, voilà. Et les ralentis, les accélérés, c'est chaud. Alors les ralentis, il faut quand même savoir quand tu mates le film avec les commentaires du réel qu'à l'époque, c'était un truc. Je fais ouais, là il y a une nouveauté, on peut faire du slow motion quoi. Et donc c'était un truc de fou en fait quoi. Donc le coup quand il se prend un coup derrière la tête là dans la chambre et que t'as un ralenti sur lui, c'était genre, mais alors c'est ridicule maintenant quoi. Mais c'était genre over drama et les mecs ils surkiffaient quoi. C'était un plan
c'était le money shot du film, quoi. Donc, non, mais c'est sûr, de toute façon, voilà, c'est pour ça que c'est important de le replacer après dans le contexte et dans le contexte de la saga et tout, parce que ça permet de mieux apprécier le film, c'est sûr. Même certains chefs-d'œuvre aujourd'hui du cinéma d'action de l'époque, tu les remates par moment, ça grince, quoi, en termes juste de pure technique, quoi. Ah, puis ça reste mieux monté qu'un Avengers, mais ça c'est autre chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, en ouverture, on parlait de la mythologie de James Bond, et ça c'est quand même important. Sur la séquence pré-générique, et sur ça je trouve que c'est vraiment pour moi c'est le point de départ de la mythologie de James Bond au cinéma, quoi. Ce qu'il disait, en fait, l'introduction, on a quand même un peu de temps avant de voir son visage. Et il a repris en fait un code qui était déjà là dès le premier, en fait, de ne pas tout de suite dévoiler le personnage et l'acteur, et donc vous avez vu d'avoir une série de plans resserrés sur ses clopes, sur ce qui fait le mythe, en fait. Donc James Bond, c'est la bagnole, les clopes, le livre posé sur le siège passager, tous ces inserts, en fait, qu'il y a déjà dans Dr No, dans le tout premier, où on dévoile peu à peu le personnage. Et le premier de chaque acteur, en fait. Généralement, le premier de chaque acteur, ouais. Il n'a pas vraiment fait autre chose après. Enfin, Lazenby, tu veux dire? Parce que oui, c'était pareil pour Lazenby, du coup, que Sean Connery. Et ben non, après, c'était des petits rôles. C'est chaud, hein. La carrière de Lazenby, après ça, c'est très compliqué. C'est très triste, d'ailleurs. Enfin, ça laisse un goût amer de le voir des interviews d'aujourd'hui de Lazenby, parce que il en parle bien. En fait, il explique pourquoi aussi. Il n'est pas revenu. Il n'y a pas eu de deuxième film avec Lazenby. On en parlait tout à l'heure, on disait que c'était un peu ambigu. En effet, ça l'est, parce que il y a deux côtés. Il y a un côté de la prod qui n'a pas été satisfait des chiffres, tout simplement, qui n'ont pas été à la hauteur, quoi. Et en même temps de l'attitude de Lazenby. C'est-à-dire que le film, il tournait en 68-69. Lazenby, il est sur un nuage, quoi, d'avoir été choisi, casté pour être James Bond. Et ça lui est monté à la tête, mais complet. Donc pendant le tournage, il y a des anecdotes de tournage, c'est complètement taré. Il avait des manies, des lubies, enfin il était complètement fou, quoi, arrogant. Il avait un hélicoptère qui l'emmenait chaque soir parce qu'il faisait la fête toute la nuit au pied de la station. Là, on voit en fait le lieu de la station du Piz Gloria. C'était un restaurant d'altitude, flambant neuf, qu'ils ont complètement investi. Et donc, il affrétait un hélico chaque soir pour aller s'adonner à ses vices les plus malins. Et quoi, oui, donc du coup, la prod a complètement pété un cap, quoi, sur le tournage. Et lui-même, en fait, au milieu du tournage, c'était son rêve, en fait, de devenir James Bond, parce qu'il avait adoré les premiers films de Connery et tout ça. Mais au milieu du tournage, tout au long du tournage, il commence à y avoir, on est en 68, quoi. Il y a toute la culture pop, on va dire, qui commence à le fasciner, le rock, les substances, beaucoup. Le film fait mention à certaines substances un peu psychotropes, quoi. Et il a foncé dedans à fond. Ce qui fait qu'à la moitié du tournage, le mec commençait à détester Bond, en fait. C'est-à-dire que, parce qu'on est d'accord pour dire que toutes ces substances, toute cette contre-culture, c'est l'opposé de James Bond, quoi. James Bond, c'est le classicisme anglais, c'est une certaine idée, vous l'avez vu, de l'éducation, à la première du film, il s'est pointé avec les cheveux longs, la barbe devant la reine. Ça, à l'époque, c'était pas possible, quoi. C'est impossible. De toute façon, il a complètement disparu des radars aujourd'hui. Ouais. Sans ce film-là, personne ne saurait qui est Lazenby. Il y a un truc intéressant sur lequel je voulais rebondir. Tu parlais de la contre-culture. Petite anecdote, dans Goldfinger, qui est le troisième James Bond, avec Sean Connery pour le coup, il dit qu'il écoute les Beatles avec des boules qui est. Ça vous donne une idée du côté rigoriste à l'ancienne du personnage de Bond, quoi, et de l'imaginaire britannique dont il découle. Faut quand même. Mais Paul McCartney fera. Et Paul McCartney fera le générique de Viva laisser mourir. Et puis la saga Bond, c'est ça qui est tout le paradoxe dans cette saga. Il y a énormément de paradoxes, de choses, on va dire, de références parfois opposées qui s'entremêlent. C'est à la fois le classicisme britannique et à côté de ça, on cherche toujours à emmener la saga dans les codes, que ce soit esthétiques, culturels de l'époque, en fait. Donc vous allez avoir en effet Paul McCartney, mais les groupes célèbres des années 80, il y a eu Duran Duran, il y a eu plein de... Madonna en 2002. Madonna, voilà, c'est quand même des figures assez éloignées du classicisme qu'on pourrait attendre. La saga Bond a quand même cette faculté, pour parler un peu de cinéma, quoi,
de tester votre suspension d'incrédulité tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, là, les premiers réflexes qu'on a, c'est de se marrer, mais en vrai, la saga te teste, entre guillemets, fait, tiens, attends, tu vois, dans celui-là, James Bond, il va être japonais, quoi. Et à partir du moment où tu l'acceptes, tu fais, allez, ok, ok, pourquoi, mais pourquoi pas. Et par moment, ça marche et tu te prends au jeu et tu te marres, quoi. Mais c'est sûr que c'est parfois pas évident, ils testent, ils poussent les limites très très loin. Fabriquer un Bond, c'est un cocktail très difficile, sans mauvais jeu de mots, parce que tu viens chercher des références des films précédents, des thèmes et des motifs qui font James Bond, comme tu dis. Les scènes d'action, Moneypenny, Q, M, T-Quanti. Donc tu vas chercher ça, tu dois les apporter, ils doivent revenir à chaque film, mais à chaque film, pourtant, ils doivent être différents. Tu vois. Et c'est là que les affaires se corsent énormément, c'est qu'à chaque film doit renouveler la formule, tout en restant James Bond. Tout se joue là sur des petits détails, en fait, mais tout au long de la saga, pendant 60 ans, de comment on pousse les curseurs et sur quel curseur on appuie les choses, en fait. Est-ce que c'est trop similaire à ce qui se fait avant? Est-ce qu'on recite trop? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on garde de la personnalité de James Bond? C'est un casse-tête sans fin pour les scénaristes notamment, et pour les producteurs. Le morceau de Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, est réutilisé dans No Time to Die. L'Aston Martin, c'est la même aussi d'ailleurs. Tout à fait. Alors, c'est pas la V8. Elle y ressemble, et celle dans No Time to Die, c'est celle de Tu n'es pas joué. Ah oui, exact. Voilà. Exact. Mais elle se ressemble pas mal. Elle se ressemble pas mal. C'est la DBS, celle-là, c'est ça? C'est la DBS, c'est dans No Time to Die, c'est la V8. La V8. Voilà. Ok. Il y a deux réalisateurs qui ont essayé de réaliser des James Bond pour l'anecdote. Il y a Christopher Nolan récemment qui s'est fait envoyer chier parce que lui voulait arrêter Daniel Craig et rebooter toute la franchise. Et vu qu'il a dit ça après Skyfall qui avait décroché 1 milliard au box-office, les producteurs lui ont dit non. Et il y en a un autre qui a essayé de le faire dans les années 80, c'est Steven Spielberg, à qui on a dit non parce qu'il est américain. Putain, et maintenant on prend Voilà. Sharif ou Kennedy. Oui, sauf que, heureusement, parce que il s'est dit, puisque je peux pas faire James Bond, je vais faire Indiana Jones. Donc finalement, heureusement. Mais Spielberg, ouais, un dingue de James Bond. Il fait des références, je crois, dans Arrête-moi si tu peux, il y a un gros clin d'œil à Goldfinger, il a le même costard. Dans le Temple maudit, le costume exactement, ouais, le smoking blanc, exactement. C'est pas anodin que No Time to Die, qui est l'opus le plus déconstruit, fasse référence au service secret de Sa Majesté, parce que pour moi, c'est déjà le début d'une déconstruction en même temps que la réactualisation du truc, c'est-à-dire qu'ils font les deux en même temps, quoi. Donc on a cette introduction qui pose les bases, voilà James Bond, les clopes, le flingue, la voiture, tout est là, mais à la fin il repart pas avec la fille. Et il y a cette réplique, qui est une réplique purement méta, où il dit ça, ce serait pas arrivé à l'autre gars. C'est une référence directe à Sean Connery. Et tout le long du film, il y a effectivement, comme tu dis, des spins où quand, à la fin, dans la scène du mariage, tout le monde a bondi de sa chaise quand le père a dit à sa fille « obéis à ton mari », et juste derrière, elle lui répond « comme je t'obéis à toi », sachant qu'elle fait absolument ce qu'elle veut. Donc il y a toujours cette idée de désamorçage, ne serait-ce que la séquence qu'on appelle, nous, la séquence du harem, où il y a toutes les meufs dans le restaurant. Ce qui est intéressant dans cette séquence, nonobstant le fait qu'elle a des représentations horribles, à commencer par la chinoise qui mange du riz, ça c'est un cauchemar. Ça c'est horrible. Ça c'est gênant. Mais en mettant tout ça de côté, il y a un truc qui est intéressant dans la dramaturgie de cette séquence, c'est que l'objet sexuel c'est Bond. C'est pas les filles en fait. Pour nous, spectateurs, oui, parce qu'elles sont toutes bien gaulées, elles sont filmées comme ça. Mais la James Bond Girl, le temps d'une scène, entre guillemets, c'est James Bond, quoi. Voilà, le temps d'une scène, l'enjeu sexuel de la séquence, c'est lui. Souvenez-vous, un des plans mythiques de Craig, c'est dans Casino Royale quand il sort de l'eau, hyper bodybuildé en boxeur et tout. C'est littéralement une convocation de la sortie de l'eau d'Ursula Andress dans Doctor No. Le premier James Bond, ouais. Et donc certains s'étaient insurgés, ou du moins s'étaient étonnés, ok, James Bond est devenu la James Bond Girl en fait. Enfin, il y a eu un. Et ça, c'est le projet, mais c'est une ligne directrice, on va dire, de la saga Craig, qui est de reprendre des motifs, des archétypes bondiens, et de peu à peu, de mettre quelques fêlures par-ci par-là, jusqu'à une entreprise, selon certains, mais ça n'engage que moi, qui nous divise, qui est notre démolition complète de la figure mythologique dans le dernier opus. Tracy, elle envoie quand même du bois, quoi. C'est elle qui conduit, elle conduit super bien, elle est son égale à plein d'égards en fait. Elle le sauve, à ce qu'ils se confondent en fait par moment. Alors oui, il y a évidemment des répliques qui viennent casser ça par moment et mais aujourd'hui on en rigole, le fait qu'il lui met une tarte dans la gueule quand même un moment, mais bien sûr.
mais c'est pas anodin, entre guillemets, enfin pour l'époque, si vous voulez, moi, on a beaucoup parlé de James Bond récemment, et on l'a beaucoup remis en question justement sur ces rôles féminins-là, et quand on connaît un peu la saga, forcément ça fait un petit pincement au cœur de se dire, alors oui, on peut accepter, et enfin on peut discuter de plein de choses, évidemment le personnage a vieilli, a tellement vieilli, certains films ont vieilli sur d'innombrables aspects, mais ces personnages féminins forts étaient déjà là, quoi. Et c'est pas, enfin, elle, pour le coup, Diana Rigg est une des actrices les plus emblématiques de la saga. Ça n'engage que moi. Je la trouve incroyable dans ce film, quoi. Elle a c'est vraiment l'équilibre parfait entre un personnage quand même qu'on sent par moments tourmenté et en même temps elle a une élégance de dingue. Elle envoie des gros bourre-pifs, elle conduit des bagnoles et tout. Et il y a en même temps un flegme très britannique, etc. Enfin, elle est parfaite, quoi, là, dans ce rôle-là. Ah, ça m'a fait plaisir de le voir avec vous et de voir que y a certaines choses qui marchent. Alors il y a des choses qui marchent plus du tout. Notamment la fin, c'était ça l'enjeu. Mais la fin, c'est ouf, hein, quand même, de voir que ça fonctionne encore. Bon nombre d'entre vous, c'est quand même ça fonctionne encore, quoi. Et en effet, ça a été vraiment repris. Je sais pas si certains ont vu Casino Royale, mais là c'est pareil. Enfin, Casino Royale, le personnage de Vesper, c'est très inspiré de ça aussi. Histoire d'avoir une idée du parcours, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la saga, du parcours qu'a pu avoir le personnage de Bond au fil du temps. Quand George Lazenby tourne la scène finale donc de Bond qui se recueille sur le corps de sa femme, la première prise, il fond en larmes. Et le réalisateur vient le voir et lui dit « Tu peux pas pleurer comme ça, parce que Bond ne pleure pas. » Donc il pleure de manière suggérée, quoi. Et dans Casino Royale, pour le coup, il se passe exactement la même chose, quoi. Et là, il ouvre les vannes, quoi. Et c'est parce que le personnage a été sciemment déconstruit au fil du temps. Et en fait, le point de départ de cette déconstruction, pour moi, c'est le film que vous avez vu ce soir. Pendant 50 ans, du moins, ou 45 ans, la saga James Bond, c'était un film qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait jamais vu de James Bond de sa vie débarque en salle, il y a début, milieu, fin, merci, au revoir, on s'est marré, et le prochain, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de connexion. Dans les bouquins, il y avait quand même des petits fils rouges. Le Spectre en est un, Blofeld en est un, c'est un grand méchant, quelque chose comme ça. Mais à partir de l'ère Craig, là on a commencé à arriver dans des phénomènes de mode presque, avec la nouvelle arrivée, des séries télé qui prenaient de plus en plus de place, etc. Ce qui fait qu'il y a eu une tentative de le faire. Casino Royale, Quantum of Solace, qui est le film qui suit Casino Royale, répond tout de suite à Casino Royale. Vraiment, le film débute 5 minutes après la fin de Casino Royale. Skyfall arrive après ça, est à peu près normal, à peu près indépendant. Et pour rebondir, je reviens sur ta remarque, arrive Spectre, où les producteurs se disent putain, ça serait quand même cool de faire revenir Blofeld et Spectre et tous ces vieux trucs que les fans ils aiment et tout, là on va les remettre là-dedans. Et là arrive un moment où, c'est selon moi la catastrophe scénaristique commence là. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout connecter ce qu'on a fait avant, d'un point de vue scénaristique. Parce que vous comprenez, les jeunes maintenant, ce qu'ils aiment, c'est la série télé, quoi. C'est quand il y a des mecs, c'est Marvel, c'est quand les films ils se répondent, quand on fait des petits coups de coude comme ça pour dire, ah, t'as vu ça dans le film d'avant, on te l'avait mis. Et alors là, ça commence à trouver des trucs, mais complètement débiles, enfin des trucs de scénario. On te dit en fait, dans les décomptes de Skyfall, on a trouvé une photo, et sur la photo, il y avait ton demi-frère, et le demi-frère, il est devenu le grand méchant du truc, et il te suit depuis le début. Allez, au revoir, arrêtez les frais là. Et le problème, c'est qu'après ça, il y a eu un autre film, qui s'appelle No Time to Die, et qu'on te construit toute l'intrigue en te disant... T'as vu dans Spectre, on t'avait dit, parce que dans Spectre, on te dit que ça, on t'avait dit dans Skyfall, qu'on t'avait dit dans... Là, stop, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.